si vous le souhaitez. Venons-en maintenant à cet exposé aujourd'hui. Je vais vous décrire un peu le plan, et comme on n'aura pas le temps de tout voir, vous me direz un petit peu à main levée ce qui vous intéresse le plus. Le sujet, c'est soyez autonome. Alors je dirais, faut quand même être sincère, on a tous besoin les uns des autres, et on ne peut pas vous vendre qu'en suivant cet exposé, vous pourrez à vie vous soigner de façon complètement autonome. C'est évidemment impossible. Mais par contre, on peut donner des outils de prévention, pour ne pas avoir à recourir trop souvent, le moins possible et le plus tard possible à la médecine. Et puis, on peut aussi vous donner des outils pour traiter les petits problèmes de santé qui sont à votre portée. Dans ce grand sujet de l'autonomie pour notre santé, je détaillerai les 5 piliers. Vous avez au programme, si vous le souhaitez, un gros chapitre sur l'alimentation. Bon, c'est vrai que l'alimentation, ça concerne chacun de nous, et c'est une liberté qui vous reste encore de décider ce que vous mettez dans votre bouche et ce qui va alimenter votre corps. Et donc là, vous avez un moyen efficace, beaucoup plus important que beaucoup l'imaginent, de gérer votre capital santé. Le deuxième sujet, c'est celui des médecines naturelles, et on pourra, si ça intéresse, donner quelques éléments de compréhension sur l'homéopathie qui a été beaucoup attaquée, mais c'est pas nouveau, elle est attaquée comme tout ce qui dit la vérité depuis le début, c'est-à-dire depuis 200 ans. Malgré tout, elle persiste, parce que les résultats, pour ceux qui sont objectifs, sont au rendez-vous. Quelques mots d'aromathérapie, 3 fois rien sur la phyto, et puis quelques soins naturels complémentaires que vous pouvez avoir dans votre panoplie. Un 4e sujet est celui des compléments alimentaires, qui représentent un appoint indéniable, qui ont un inconvénient, c'est celui du budget, c'est-à-dire que là je vous ai mis une petite dizaine de molécules élémentaires intéressantes, mais il est évident que tout le monde ne peut pas se permettre, à longueur d'année et sur des décennies, de se complémenter, donc il faut faire des choix, des priorités. Et puis 5e aspect qui est très important, c'est celui de nos émotions. La maladie répond à un déséquilibre global, c'est ce qu'on va voir dans le premier chapitre, mais les émotions, on y est dépendant un peu tous les jours. Et si je reviens un peu sur la crise Covid, les mondialistes n'ont fait que répéter à l'échelle mondiale un mécanisme qui se passe tous les jours à l'échelle individuelle. Je vais vous en parler en premier, je commence un peu par la fin, mais c'est tellement important qu'il faut situer d'emblée ça. Quel est le souci ? Le souci, c'est qu'on nous fait confondre notre cerveau, qui est un outil, avec notre moi, c'est-à-dire avec notre personnalité. Je donne cette image qui est vraiment rudimentaire. Si je me coupe la main lors d'un accident, je perds un outil très précieux qui est ma main. Bon, mais je ne me suis pas perdu moi. J'ai perdu une partie de mon corps. Mais moi reste moi. Alors pour la tête, évidemment, si on vous la coupe, vous êtes mort, donc l'image s'arrête là, mais il faut comprendre que notre cerveau n'est pas moi, n'est pas notre personnalité. Notre cerveau n'est qu'un outil très sophistiqué qui nous permet d'élaborer des processus, des plans, etc. Mais ce n'est qu'un outil. Et donc, voilà ce qui se passe pour la plupart d'entre nous si nous n'avons pas fait un travail spécifique. Notre cerveau élabore un scénario. Ce scénario, par expérience, est en général un scénario qui agit sur notre point faible. Donc si on est quelqu'un d'irritable, c'est un scénario qui risque de nous mettre en colère. Si on est quelqu'un d'anxieux, c'est un scénario qui va faire monter la peur. Donc le scénario produit par notre cerveau génère une émotion, et cette émotion nous fait réagir. Alors qu'en réalité, nous devrions utiliser notre cerveau comme un outil d'analyse factuelle,
de façon, après avoir réfléchi sur des choses factuelles, décider rationnellement, c'est-à-dire avec raison, de quelle action est la plus adaptée à ce scénario. Donc, à l'échelle mondiale, ça donne quoi? Ça donne un cerveau mondialiste qui produit une fiction qui est la pandémie Covid. L'objectif, c'est de créer une peur. Et comme la population n'a pas été, évidemment pas, éduquée à gérer ce processus, elle réagit à une émotion dans le sens qui a été prévu par ceux qui ont élaboré le plan. Si vous avez fait un travail sur vous-même, quand vous sentez l'émotion, vous gagnez. Vous faites un stop image. Je vais vous donner l'anecdote suivante. On est le 11 septembre 2001. Je suis exceptionnellement devant le journal de 13h et j'assiste comme vous aux images des 2 tours jumelles. Bon. Je sens l'émotion qui me gagne à la vue de cette image. Mais comme j'ai des lectures préalables qui m'y ont préparé, quand je sens l'émotion que la télévision a générée sur moi, je dis stop, où c'est qu'ils veulent m'emmener? Et là, je prends du recul, je prends un papier, un crayon, et je note soigneusement tous les faits discordants, toutes les informations délirantes qui ne collent pas, comme Farid nous a expliqué dans son sketch hier soir, la fameuse carte d'identité du soi-disant pirate de l'air qu'on retrouve sous 2 millions de décombres. Bon, voilà, ça c'est un fait qui est invraisemblable. Et en quelques 2 jours, j'arrive à rassembler une trentaine d'éléments discordants. Et donc, rationnellement, je peux me dire, tout ceci n'est qu'un narratif mensonger, et je peux donc poser des actions adaptées. Donc il est très important d'avoir ces processus. Le livre qui renvoie à ça, vous le connaissez certainement, c'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Vous pouvez le lire et le relire jusqu'à temps que, moi j'ai jamais lu jusqu'au bout d'ailleurs, j'ai toujours relu jusqu'à temps que ce qu'il explique s'infuse en moi et que je sois capable dans la pratique, lorsqu'une émotion me gagne, j'y arrive pas toujours, hein, mais de la stopper et de rester dans le factuel. Bon, voilà. Alors un petit sondage, entre développer l'alimentation aujourd'hui, tout de suite, ou développer l'homéopathie, en faveur de l'alimentation, qui préfère? En faveur de l'homéopathie, qui préfère? Ouais, bon, faut que je parle des deux, quoi. Ok. Bon, on va accélérer le rythme. Accrochez-vous, mettez votre ceinture, on est parti. Alors, la crise actuelle, par la révélation de tous les mensonges et supercheries accumulés depuis des siècles, dans tous les domaines, et je peux vous dire, ça fait 40 ans que je fais des recherches et j'ai pas fini, est l'occasion d'un changement en profondeur pour revenir aux vraies valeurs, c'est-à-dire celles qui sont bénéfiques à l'homme, et dans toutes ses dimensions, dimensions physiques, psychologiques et spirituelles. L'effondrement du système de soins et de la médecine chimique est ainsi l'opportunité, il faut rester positif, de rompre avec un système morbide, générateur de maladies. On ne parle pas de caisse primaire d'assurance santé, on parle bien de caisse primaire d'assurance maladie. Pour revenir aux véritables médecines tournées vers le vivant. Dans une conférence que je vous ai faite, je crois, l'année dernière, Éthique et médecine, je vous avais expliqué comment, au XIXe siècle, aux États-Unis, 2/3 des médecins étaient homéopathes et que la façon de se soigner à l'époque, c'était la phytothérapie, c'était la médecine indienne, la médecine locale, etc. Et donc, cette vraie médecine du passé, ils ont réussi à la rendre alternative à force de la combattre, alors que c'était tout simplement la médecine de nos ancêtres. Sur le moyen et le long terme, il est illusoire de croire conserver ou retrouver une bonne santé par la prise de médicaments chimiques symptomatiques. Un petit jeu de mots qu'on a vu ce matin, quelle est la différence entre un remède, sous-entendu homéopathique, et un médicament, sous-entendu chimique? C'est que le remède soigne et que le médicament ment.
Il est illusoire également de penser que les vaccins, dont la diffusion est basée uniquement sur des tromperies avérées, donnant l'illusion d'une efficacité, doublée de mensonges par omission de leur prétendue innocuité, il est vain de croire en ces produits. On a des preuves innombrables, parce que souvent on vous dira « oui, mais il n'y a aucune preuve, ceci ». Les Italiens ont rassemblé un document où il y a 1000 études. 1000, c'est un beau chiffre rond. 1000 études démontrant l'inefficacité et la non-innocuité des vaccins. Si ces croyances sont profondément ancrées dans l'esprit de milliards de gens, elles sont la conséquence d'intérêts mercantiles, évidemment, du désir de pouvoir sur autrui, il ne faut pas être naïf, mais surtout d'un combat idéologique, religieux, sous-jacent. On a parlé hier, et je pense qu'Élise en reparlera tout à l'heure, que nous vivons, que nous en soyons conscients ou pas, que nous soyons croyants, agnostiques ou athées, ça ne change rien, nous vivons au sein d'un grand combat spirituel. Et tout ça a motivé la manipulation des masses depuis plus de 3 siècles. C'est-à-dire, si je dis 3 siècles, c'est parce que la date qui est fondamentale, c'est 1789, c'est la Révolution française. Vous avez un avant et un après. Un avant, c'est la plus grande civilisation qui se soit jamais développée sur Terre, c'est la civilisation chrétienne, et on a tout fait pour vous tromper et vous faire croire le contraire. On a inventé le Moyen-Âge, qui n'existe pas. Le Moyen-Âge n'est pas cette période obscure et sale, repoussante, dont on voit à travers des films comiques comme Les Visiteurs, bien sûr, bon, qui me font toujours aussi rire, mais voilà, ce que ça témoigne du Moyen-Âge est faux. La Renaissance n'existe pas. Il n'y a pas de Renaissance. Tout cela, ce sont des fabrications par les historiens républicains anticléricaux de la Troisième République qui ont refaçonné l'histoire. Je vous renvoie aux vrais historiens, notamment j'ai découvert depuis peu Alain Pascal, ne confondez pas avec Blaise, et Alain Pascal a des livres qui décoiffent. Bon, il y a Pierre Hillard aussi, et puis beaucoup d'autres, je n'ai pas la prétention de tout connaître. Il est donc temps de nous réveiller, de revenir aux valeurs qui nous ont été transmises depuis des milliers d'années par le christianisme, ce qui n'exclut pas de tenir compte des enseignements d'autres cultures, comme celui de la médecine traditionnelle chinoise, qui utilise elle aussi des plantes médicinales issues d'un savoir ancestral, complétées par les apports des autres disciplines et de la science contemporaine, qui a également ses atouts, en particulier, évidemment, en chirurgie. Si vous essayez de faire soigner une maladie chronique par la médecine officielle, je vous souhaite bien du courage. Mais, effectivement, les progrès techniques en chirurgie ont surpassé beaucoup de pratiques anciennes. Ne soyons donc pas sectaires, mais lucides. Toutes les sciences au service de l'homme peuvent être bénéfiques, alors que la science sans conscience n'est qu'une ruine de l'âme. Alors les 5 piliers sont des principes simples, universels, leur rapport entre eux détermine une bonne santé. C'est la respiration. Quand on est stressé, à une époque de ma vie, j'étais très stressé, je ne respirais plus. Je consultais en apnée. Le repos, il faut savoir alterner des périodes d'activité et de repos. Nier cette évidence, eh bien, c'est détériorer le bon fonctionnement de la machine. Il y a des heures pour dormir, et c'est plutôt la nuit. Le mouvement, les pensées, il faut apprendre à contrôler ses pensées, c'est mon introduction sur Eckhart Tolle et le pouvoir du moment présent. C'est très important de le faire, j'y arrive de mieux en mieux, par différentes techniques, par la prière également, qui est chez moi extrêmement efficace. Dès que j'ai une pensée qui n'est pas de cours, une simple prière, elle est immédiatement balayée.
l'alimentation qu'on développera. Chacun de ces 5 facteurs est relié à un organe et le tout s'organise à travers le modèle théorique des 5 éléments, les Wissing, permettant de comprendre les rapports entre les différents organes et leur mode de fonctionnement. Donc vous voyez que chaque organe, on a le pôle cœur, rate, poumon, rein, foie, et chaque organe a un attribut de ces 5 piliers. La respiration est évidemment liée au poumon, avec 3 actions distinctes. L'apport de l'oxygène est déterminant dans la production d'énergie. Le rejet de gaz carbonique et des autres déchets de notre métabolisme participe à la purification du corps. Et puis l'harmonisation du système nerveux autonome par un équilibre des inspirations et des expirations a été bien diffusée grâce notamment au docteur Charles Chaber, qui a fait des petites vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube sur la cohérence cardiaque. J'insiste sur cette technique d'une simplicité étonnante. Il suffit simplement d'avoir 5 secondes sur les temps inspiratoires et expiratoires pendant 5 minutes à consacrer, ce qui est peu, pour réharmoniser votre système nerveux autonome, c'est-à-dire ce système qui fonctionne sans votre volonté et qui contrôle votre tension artérielle, votre rythme cardiaque, votre respiration, votre digestion et beaucoup d'autres fonctions. Le repos est attribué au rein dans la mesure où le rein est la réserve d'énergie, la réserve ancestrale, c'est-à-dire la bougie que vous a légué vos ancêtres. Vous avez des gens qui ont naturellement, dans leur hérédité, une grosse énergie, d'autres qui ont une plus petite bougie. Il faudra à chacun s'adapter. Moi, j'ai assez vite compris que je n'étais pas le candidat à aller en boîte de nuit jusqu'à pas d'heure. J'ai assez vite compris que ma santé m'obligeait à une certaine sagesse, enfin en tout cas de trouver le bon équilibre. À l'inverse, des gens qui ont une excellente bougie avec beaucoup d'énergie peuvent la gaspiller, bêtement je dirais, et détruire l'excellent dot qu'ils avaient reçu à la naissance. Le mouvement est relié au foie, ce dernier assurant à la fois le contrôle des muscles et la mise en disponibilité de l'énergie, là où le corps en a besoin. On dit que c'est le chef d'armée qui envoie les bataillons là, à droite, à gauche, là où il y a besoin. L'équilibre psychique, en chinois c'est shen, est sous le contrôle du cœur, mais le shen est à la fois notre esprit, l'ensemble des fonctions psychiques et l'aspect que l'on dégage, l'aura, le rayonnement. Par ailleurs, contrairement à la médecine occidentale, qui considère le psychisme comme une fonction du cerveau, pour la médecine traditionnelle chinoise, celui-ci est constitué des entités viscérales propres à chaque organe et dépendantes du fonctionnement de celui-ci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre personnalité n'est pas issue d'un seul endroit, notre cerveau. Notre personnalité est une mosaïque dont dépend le fonctionnement de tous nos organes. Par exemple, la réflexion sera facilitée par une rate équilibrée. À l'inverse, en cas de choc émotionnel, votre rate est perturbée, vous avez du mal à aligner vos idées, vous avez du mal à mémoriser. La tristesse est reliée au poumon, et on le sait même en médecine conventionnelle, que les travailleurs immigrés, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, qui étaient coupés de leur pays, de leur climat, de leur famille, de leurs habitudes, eh bien, étaient tristes évidemment, et pouvaient plus facilement faire une tuberculose pulmonaire commune, justement parce que le poumon est l'organe qui va parler en cas de tristesse. Si certains d'entre vous ont fait une pneumonie infectieuse, eh bien, vous rechercherez dans votre histoire, cette pneumonie a été favorisée par un chagrin. La peur est liée au rein. Vous vous rappelez que dans les tranchées en 14-18, les soldats étaient tellement dans la peur qu'ils en pissaient dans leurs culottes.
un animal qui a peur lâche ses urines. La colère est reliée au foie. Ça veut dire que quelqu'un qui a le foie fragile sera peut-être plus irritable. Et en même temps, ça veut dire aussi que si vous laissez la colère vous emporter, vous allez abîmer votre foie. Ça marche dans les deux sens. La limite que je fais à la médecine traditionnelle chinoise, c'est qu'il fut un temps où, connaissant ces notions, et étant d'une nature un peu réactive, je m'excusais de mes débordements en me disant « j'ai le foie fragile ». Il ne faut pas se trouver des excuses à nos faiblesses. Il faut essayer de les corriger. L'anxiété peut être favorisée par un mauvais fonctionnement de l'appareil cardiovasculaire, etc. L'alimentation apporte les 3 nutriments de base, glucides, lipides, protéines, ainsi que les minéraux, les vitamines et les oligo-éléments. Elle est sous la domination de la rate, qui en médecine chinoise est l'organe le plus important, parce que c'est à la fois ce qui extrait, dixit Rabelais, la substantifique moelle de ce que nous mangeons, mais c'est également elle qui régule l'ensemble du système. C'est pour ça qu'en cas de choc émotionnel violent, la mort d'un proche, une perte de travail pendant le Covid et autres, voire les deux malheureusement dans cette crise, eh bien la perturbation de la rate fait que tout peut se détraquer, y compris le schéma corporel. Vous pouvez prendre 20 kilos dans l'année ou en 2 ans, des difficultés donc psychiques, des problèmes immunitaires, enfin tout peut se détraquer. La production, l'alimentation permet bien sûr la production de l'énergie nécessaire au métabolisme de base, à la respiration, à l'activité cardiaque, à la digestion elle-même, permet la synthèse des matériaux. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier qu'on se construit et on se répare avec ce que l'on mange, permet le mouvement, la reproduction et la défense de l'organisme. Alors l'intérêt des Wissing, c'est-à-dire la théorie des 5 éléments, réside dans la mise en évidence de 2 cycles d'équilibre. Un cycle d'engendrement, qu'on appelle Sheng, où chaque organe contribue physiologiquement au fonctionnement de l'organe suivant. Et pour vous l'imager, je vais prendre les éléments de la nature. C'est plus simple que de prendre les organes. Vous avez ici l'eau qui va permettre à la végétation de pousser. Les racines et le bois va pouvoir alimenter le feu. Le feu va consumer les braises qui vont nourrir la terre. La terre, alors moi j'habite donc à Tours où il y a la levée de la Loire, donc cette levée, cette digue qui a été faite pour éviter les inondations. Donc la terre endigue, la terre, on verra après, on retrouve dedans les minéraux dont les métaux, et les métaux permettent de se retrouver dans l'eau et de l'enrichir en sels minéraux. Donc ça, c'est le cycle d'engendrement. Chaque élément nourrit le suivant. Et il y a un deuxième cycle, je fais une petite erreur tout à l'heure, un deuxième cycle après le cycle Sheng, c'est le cycle Ko, qui veut dire contrôle. Et c'est là, je vais repartir de la terre, parce que j'ai fait une petite erreur. La terre endigue l'eau. L'eau noie le feu, empêche le feu de se propager. Les flammes permettent de contrôler le métal et donc permet aux forgerons de tordre le métal. Le métal coupe le bois et les racines des végétaux emprisonnent la terre. Et donc, avec ces 2 cycles, vous avez une idée un petit peu comment notre corps fonctionne, c'est-à-dire que chaque organe est interdépendant. Le rein, foie, cœur, rate, poumon, et chaque organe réalise un contrôle. Le rein contrôle le cœur, qui contrôle le poumon, qui contrôle le foie, qui contrôle la rate, qui contrôle le rein, etc. Donc c'est l'intérêt de comprendre cette interdépendance et de comprendre que quand vous touchez un pôle, quel que soit celui considéré, en réalité, vous perturbez l'ensemble de l'être. Exemple pour vous, mesdames, quand vous prenez une pilule contraceptive ou un traitement hormonal,
il n'y a pas que votre production qui est entravée. Cette hormone va déséquilibrer l'ensemble de toutes les glandes endocrines, mais avoir une action également sur le système immunitaire et également sur le système nerveux. C'est donc les trois grands systèmes de contrôle qui sont perturbés par la pilule œstroprogestative. Alors pour revenir à l'aliment, eh bien, elle intervient de même sur toutes les fonctions du corps, y compris sur notre psychisme. Il y a des aliments qui nous sont nuisibles et qui nous mettent non seulement en mauvaise santé physique, mais également émotionnelle. Bon, là, j'ai reproduit ce qui était marqué, je passe. En effet, dans la mesure où l'alimentation a des répercussions sur le fonctionnement de chaque organe et que le fonctionnement de chaque organe détermine une partie de notre psychisme et de nos émotions, par voie de conséquence, l'alimentation influence notre comportement et nos réactions émotionnelles. Alors j'ai marqué en rouge les émotions yang, c'est-à-dire les émotions extériorisées. Une colère yang, je crie, je hurle, je claque la porte, je jette des assiettes. Une colère yin, c'est la rancune tenace et sourde. La vengeance est un plat qui se mange froid. Ok ? Ces émotions s'équilibrent les unes les autres. Par exemple, il est intéressant de savoir que l'euphorie combat la tristesse. Donc, assistons à un spectacle comique permet de redresser nos humeurs. C'est pour ça que nous en avons tellement besoin dans cette période. La réflexion combat la peur. C'est pour ça que lorsque vous sentez la peur, vous gagnez. Faites, je vous en prie, un arrêt sur image. Prenez du recul. Et si vous êtes par exemple anxieux pour votre santé, dites-vous, bon, mon cœur bat, ok, je respire, ok, je peux m'exprimer et être compris, ça va. Je marche, bon, l'essentiel est sauf. Voilà. Restez factuel, parce que si vous laissez votre cerveau vous sortir un scénario noir, vous allez vous faire du mal. L'agressivité combat la pusillanimité, la témérité combat l'anxiété, la colère combat la nostalgie. Alors, deuxième chapitre, soigner son alimentation pour ne pas avoir à se soigner si possible, ou en tout cas le plus tard possible. Notre corps fonctionne à partir de ce qu'on lui offre comme nourriture, c'est une évidence, et une alimentation inadaptée est souvent le plus sûr chemin qui mène à la maladie. L'exemple qui a été étudié scientifiquement du fast-food est absolument impressionnant parce qu'en quelques semaines, les dégâts à base de régime McDo exclusif montraient à l'évidence que c'était l'un des plus mauvais régimes alimentaires qu'on pouvait envisager pour rester en bonne santé. En particulier, non seulement l'obésité, mais les maladies cardiovasculaires qui en résultaient. À l'inverse, une alimentation adaptée à nos besoins, et ces besoins sont individuels et pas toujours généralisables, a fait la preuve non seulement de son efficacité préventive, mais dans certains cas, de sa supériorité sur d'autres formes de prise en charge thérapeutique. Le meilleur exemple, c'est celui du régime méditerranéen qui a été conseillé par le docteur Michel de Lorgeril dans une étude qui a été vraiment un choc pour la science. Vous savez qu'habituellement, on compare un médicament contre un autre ou un médicament contre placebo. Et bien là, dans l'étude mise en place par Michel de Lorgeril, on testait chez une population de gens qui venaient de faire un infarctus, soit un régime précis qui avait été expliqué aux patients, qui était le régime méditerranéen, soit on leur disait, bah, écoutez, continuez comme d'habitude. Bon. Et pour la première fois, on a été obligé d'arrêter l'étude en cours de route. Pas parce que le médicament était toxique, puisqu'il n'y avait pas de médicament, tout simplement parce qu'il s'est avéré très rapidement
qu'il y avait infiniment plus de morts dans le second groupe qui continuait à manger comme d'habitude que dans le premier qui avait opté pour le régime méditerranéen. Cette étude est lourde de conséquences. Ça veut dire que si on donnait aux patients des conseils diététiques appropriés, on aurait un résultat sur leur santé qui serait supérieur à tous les médicaments chimiques que l'on peut leur donner. Cependant, il n'existe pas de par le monde une alimentation qui prime sur toutes les autres et qui convienne à tous. Au fil des millénaires, un équilibre aux multiples facettes s'était créé entre les ressources locales et les populations qui en dépendaient. Si on est normand depuis 10 générations, probablement qu'on supportera mieux le lait de vache qu'un sujet d'origine asiatique, par exemple. Pour les régions d'Asie où il n'y a pas de vache, évidemment. Outre les régimes crétois et méditerranéens, ceux de l'île d'Okinawa ou des peuples vivant au pied de l'Himalaya font également des centenaires qui ont été étudiés et qui étonnent beaucoup les scientifiques. Par exemple, à Okinawa, ils ne mangent pas de fruits. Pourtant, les fruits sont des bons aliments. Certains naturopathes les recommandent vivement, mais voilà, à Okinawa, ils n'en mangent pas. Ben, ça n'empêche pas qu'ils étaient également, avec leur régime alimentaire, des centenaires fréquemment. Les Tahitiens et les Inuits, avant qu'ils n'adoptent le régime McDo, vivaient également dans un bel équilibre. Tous les explorateurs du XVIIIe ont été frappés de la beauté des guerriers et bien sûr plus encore de celle des Vaïnés. Hélas, moi j'étais à Tahiti j'ai adopté un de mes enfants, hélas, nos Vaïnés ont beaucoup changé. Il y a un pourcentage de diabète qui est l'un des plus élevés au monde. Les obésités les plus rondelettes parmi vous sont toutes maigres à côté. L'obésité à Tahiti, c'est XXXL. Un peu à l'américaine, quoi. Il convient donc, dans le vaste domaine de l'alimentation, de rester ouvert aux conseils de spécialistes basés sur des observations de population qui ont leur intérêt, des grandes études, tout en restant critique quant à son cas personnel, sur la base d'une observation de soi-même, donc pas de généralité abusive ni sectarisme. Ainsi, un terrain carencé sera aggravé lors d'un régime restrictif, contre-indiquant les jeûnes ou les diètes. Vous prenez un petit bonhomme comme moi si j'arrête de manger 3 jours, il ne reste plus grand-chose. Donc, il faut que je jeûne avec modération. Alors qu'un terrain en excès pourra être amélioré par le jeûne ou la monodiète. Bon, cependant, il y a quand même des vérités qui sont universelles et qui conviennent à tous, donc. Qu'est-ce qui est néfaste? Bon, je ne suis pas du tout persuadé que l'alcool ait des bienfaits. Bon, mais nous sommes dans un pays viticole et un bon vin consommé avec modération, en plus de son agrément convivial, apporte quelques éléments bénéfiques, comme les polyphénols, qui sont des antioxydants. Mais, outre la qualité et la quantité, tout alcool reste un solvant. Vous savez, un solvant, c'est ce qui dissout. Et là, en l'occurrence, ça dissout les graisses. Or, notre intestin a une membrane de protection ultra fine, on dit comme du papier à cigarette. Ça fait 100 mètres carrés de surface, donc c'est notre grand talon d'Achille, alors que la peau est beaucoup plus épaisse et beaucoup moins étendue. Et donc la réelle toxicité de l'alcool, c'est que ça dissout cette membrane protectrice intestinale et ça offre une porte ouverte pour que toutes les toxines aillent directement sur le foie. Donc en fait, l'alcool n'est pas mauvais directement pour le foie, elle l'est pour l'intestin et par voie de conséquence au foie. Par altération de l'étanchéité de la paroi intestinale et augmentation du passage de toxines vers le foie. La poursuite de cette consommation entretient ce mécanisme délétère. Son arrêt entraîne des résultats positifs pour la santé, à condition de ne pas attendre le déclenchement de maladies irrémédiables.
Il faut de plus tenir compte des prédispositions personnelles, car la réaction de notre organisme face à l'alcool varie selon l'âge, selon le sexe, selon le terrain. L'alcool est délétère à la santé du fœtus, comme de la mère. Rappelons que la femme est physiologiquement plus sensible aux effets adverses de l'alcool en raison d'une détoxication hépatique moins puissante. C'est le système enzymatique qui est conçu comme ça. Sans atteindre le syndrome de l'alcoolisme fœtal, c'est-à-dire que l'enfant porte des séquelles physiques de l'alcoolisme maternel et son cortège donc de malformations, de handicaps, l'alcool, il faut le répéter, altère le développement du fœtus dans son ensemble. Il devrait donc être occasionnel et limité chez la femme avant et entre les conceptions et totalement banni durant les grossesses. Bon, le tabac, je ne m'étendrai pas, juste pour dire que sa dépendance a été accrue par la chimie. On a créé une drogue en modifiant la chimie du tabac. Donc on a affaire à des criminels qui ont créé une dépendance exagérée d'une façon parfaitement perverse. Dans ce contexte de dépendance, les mises en garde contre les dangers du tabac n'ont qu'un intérêt préventif, en dissuadant les non-fumeurs. Mais malheureusement, ils renforcent la culpabilité des fumeurs qui sont pris au piège de cette pharmacodépendance. Si une attitude culpabilisante n'est donc pas de mise pour atteindre l'objectif du sevrage, il existe des techniques d'aide au sevrage qui peuvent être proposées selon les demandes et les motivations. L'arrêt du tabac, même s'il n'a pas un effet immédiat, sera très rapidement bénéfique pour l'appareil cardiovasculaire, mais également pour l'estomac, également pour la peau. Les bénéfices pour l'appareil respiratoire sont inversement proportionnels à la durée du tabagisme, mais malgré tout, le sevrage évita qu'un épithélium respiratoire agressé chroniquement par les goudrons et autres polluants ne laisse plus facilement s'étendre les infections respiratoires, à défaut de supprimer totalement le risque de cancer du poumon ou de cancer ORL. Parce qu'on parle beaucoup des cancers du poumon, mais le tabac est pourvoyeur de beaucoup d'autres cancers. Les principaux sont les cancers ORL, qui est l'association alcool-tabac. Vous pouvez prendre 100% des gens qui ont, non pas 100%, mais un très très haut pourcentage de cancers ORL, donc de tout l'appareil oto-rhino-laryngologique. On retrouve quasiment toujours alcool, tabac, sauf, c'est l'exception, chez des menuisiers qui travaillent des bois exotiques et qui peuvent respirer des émanations toxiques. C'est la seule exception. La consommation des médicaments chimiques entraîne des effets secondaires infiniment plus fréquents et beaucoup plus graves qu'on ne le dit. Ils sont responsables de 10 000 décès chaque année et de 130 000 hospitalisations. Par ailleurs, ils ne s'attaquent pour la plupart qu'aux symptômes et non aux causes des maladies. Il ne faut donc les prendre que dans les situations où on ne peut pas faire autrement. Le meilleur traitement sera toujours celui qui s'attaque aux causes. Ce n'est pas toujours possible, mais dans la majorité des cas, on peut se soigner naturellement avec de bons résultats. J'ai insisté sur quelques médicaments. Quand j'ai écrit ce topo, c'était pendant la crise du Covid, donc il est très orienté Covid, mais ça reste d'actualité. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont probablement les médicaments les plus dangereux à la portée de tous, y compris des jeunes filles qui les utilisent chaque mois. Leurs effets secondaires sont non seulement très fréquents, mais certains très graves. Il y a eu 500 000 morts, excusez du peu, avec le Vioxx vendu par le laboratoire multirécidiviste et criminel Merck. Ils sont utilisés et condamnés par la justice autant de fois. Ils sont utilisés contre la douleur et l'inflammation, mais après l'effet initial recherché, ils induisent un regain d'inflammation et sont ainsi toxiques pour la paroi intestinale. Les lésions se développent parfois brutalement, mais le plus souvent à bas bruit, générant de nombreuses complications à distance de la prise.
l'ibuprofène, que vous connaissez tous, dont on fait une réclame éhontée à la télévision aux heures de plus grande écoute, est également un perturbateur endocrinien. Tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont fortement déconseillés, voire même contre-indiqués à partir du 6e mois de grossesse. Certains de leurs effets ne sont pas dose-dépendants. C'est là le danger. Quand vous prenez du Doliprane, vous savez que c'est toxique pour le foie, mais c'est dose-dépendante. Un peu de Doliprane une fois l'année, ça n'a pas d'incidence. Un peu de Doliprane plusieurs jours de suite, ça a déjà un effet sur votre foie, ça a commencé à tuer des cellules. Et si vous augmentez la durée, ça augmentera l'incidence. Vous verrez que vos transaminases vont grimper. Mais la dose thérapeutique, c'est 60 mg kilo, la dose toxique, c'est 100 mg, et la dose mortelle, c'est 120. Donc le paracétamol, si vous voulez, a une fourchette thérapeutique qui est étroite entre ce qui vous soulage et ce qui vous tue. Mais on le sait. Les anti-inflammatoires, c'est beaucoup plus dangereux parce que ce n'est pas dose dépendante. Vous pouvez me dire, moi, à chaque fois que j'ai mes règles, je prends un ibuprofène ou un autre anti-inflammatoire et c'est bien, ça fait 10 ans que je fais ça. Mais n'empêche que le prochain comprimé pourra vous tuer. Et pourra vous tuer de 5 façons différentes. Il pourra vous tuer par hémorragie digestive, par aplasie médulaire, c'est-à-dire destruction de la moelle qui produit les cellules sanguines, par crise d'asthme sévère qui vous restera sans souffle et sans voix, par atteinte cutanée gravissime qu'on appelle le syndrome de Steven-Johnson et la maladie de l'aïeul, qui fait que la peau s'enlève juste comme ça, vous vous retrouvez brûlé vif si vous voulez, et en cas d'insuffisance rénale grave. Est-ce que tous ces risques en valent la peine? Les INS, et particulièrement l'ibuprofène, peuvent favoriser des infections graves, c'est-à-dire des infections sévères de la peau et des tissus mous, dermo-hypodermite et fasciite nécrosante, sepsis, d'infections pleuropulmonaires, pneumonie compliquée d'abcès, de pleurésie, infections neurologiques, empyème, abcès du cerveau, ou problèmes ORL compliqués, cellulite, médiastinite, etc. Ces complications infectieuses, essentiellement à strepto ou à pneumo, ont été observées après de très courtes durées de traitement, 2-3 jours, pas plus, y compris lorsque la prise d'anti-inflammatoires associée à une prise d'antibiotiques. Elles sont survenues alors que l'ibuprofène ou le kétoprofène étaient prescrits ou pris en automédication, dans la fièvre ou dans de nombreuses autres circonstances, telles que atteinte cutanée bénigne, en cas de manifestation respiratoire ou ORL, et l'analyse de ces cas, ainsi que l'analyse des données de la littérature, suggèrent que ces infections pourraient être aggravées par la prise de l'INS. Dans une maladie, vous savez, très bénigne qui est la varicelle, eh bien, si l'enfant a eu l'ibuprofène quelques jours avant, ça peut entraîner une varicelle grave. Et donc l'enquête met en évidence qu'il persiste toujours, malgré les recommandations, une utilisation des INS à proximité des varicelles, avec donc ces fameuses complications. Deuxième médicament en cause, la cortisone. Alors, soyons clairs, la cortisone peut être un merveilleux médicament si elle est utilisée à bon escient dans des maladies sévères comme un choc anaphylactique, une allergie grave, un asthme sévère, une maladie inflammatoire systémique, une maladie auto-immune, comme la polyarthrite rhumatoïde, la rectocolite hémorragique, la maladie de Crohn, des maladies hémato, le syndrome néphrotique, maladie rénale, des cancers, ou pour éviter un rejet de greffe. Donc ça peut être une très bonne chose quand c'est utilisé à bon escient, mais malheureusement, ce médicament puissant a été galvaudé, a été détourné de son utilisation, tout simplement pour des raisons financières. Tout le monde ne fait pas un syndrome néphrotique, donc pour un laboratoire, ce n'est pas tellement rentable.
mais tout le monde fait une angine, une otite, et malheureusement, le corps médical a cédé à la prescription de aux mauvais conseils des laboratoires, et les ordonnances de beaucoup de mes confrères sont pleines de Célestine, de Soluprède, de Cortencil, qui n'ont pas leur place dans ces maladies bénignes, qui guérissent très bien sans. Je vous assure, ça guérit très bien sans. Les statines. Alors les statines, il faut que vous m'aidiez. J'ai besoin de vous. Il faut absolument que vous relayiez le message qui a été transmis par notre excellent confrère Michel de Lorgeril, qui est un bon orateur, qui est un bon écrivain, qui a fait des vidéos sur YouTube qui sont très bien, des livres qui sont très bien également. Donc, relayez l'information. Les statines qui sont utilisées par 220 millions de personnes dans le monde, dont 7 millions en France, pour faire baisser artificiellement le cholestérol sanguin, sont une arnaque. Outre que l'augmentation du cholestérol n'est pas le véritable responsable des accidents cardiovasculaires, on le sait depuis très longtemps, sauf dans des cas exceptionnels, j'en ai peut-être vu un cas en 40 ans, d'hypercholestérolémie familiale, où les taux dans les formes homozygotes peuvent atteindre les 6 à 12 grammes de cholestérol par litre. Il faut savoir que les laboratoires subissent des pressions pour modifier leurs normes. On en a 3 preuves. La première, c'est le cholestérol. Avant, c'était courant d'avoir plus de 2,50, ça ne posait pas de problème. Maintenant, on n'a pas le droit d'avoir plus de 2 grammes, sinon on a son petit discours pro-médicaments. Deuxième exemple, c'est la vitamine D. Si vous avez vu l'excellente vidéo de l'excellent travail de Nicolas Blassel, que j'ai relayé à travers mes travaux que vous trouverez à mon stand, où j'ai transcrit cette vidéo en complétant un dossier que j'avais déjà fait sur le même sujet. Nicolas Blassel nous a apporté des précisions d'un grand intérêt. Eh bien, il vous démontre, preuves à l'appui, que des laboratoires français, depuis la crise du Covid, ont réduit leur fourchette de normalité, ce qui fait qu'en tant que Français, vous avez le droit à 2 fois moins de vitamine D que si vous étiez Suisse. D'accord ? Et puis, troisième preuve qui nous a été donnée par un autre excellent confrère, Vincent Reliquet, qui a écrit un livre formidable qui s'appelle « Les pouvoirs de l'iode ». Je suis tombé amoureux de ce livre, je l'ai lu en boucle pendant 3 semaines, je l'ai appris par cœur, je l'ai recopié et je l'ai synthétisé. Et donc Vincent Reliquet nous a montré que les normes concernant le fonctionnement de la thyroïde ne sont pas adaptées. Eh bien, le cholestérol, voilà ce que vous devez savoir. C'est la molécule de base pour la construction des membranes cellulaires. C'est le parpaing du maçon. Allez demander à votre maçon de construire une maison en le privant de parpaing. Qu'est-ce qu'il vous dira ? Vous êtes fou. Et pourtant, vous prenez des médicaments qui empêchent votre corps de construire ce dont il a besoin. Des hormones stéroïdiennes, des hormones sexuelles, de la vitamine D, de l'HEMA, qui est une molécule importante dans certaines enzymes, des protéines prénylées, ce sont des protéines qui se fixent à la membrane interne du cytoplasme. Le coenzyme 10, qui est une vitamine liposoluble qui participe, excusez du peu, à la chaîne respiratoire. Donc quand vous prenez des statines, vous empêchez vos mitochondries de produire de l'énergie. Les acides biliaires ou sels biliaires sont indispensables à la digestion des lipides et, entre autres, ils inhibent la prolifération bactérienne de la flore intestinale. La moitié de la production de votre corps en cholestérol est utilisée pour la synthèse des sels biliaires. Or, c'est par la bile non seulement qu'on digère, mais c'est par la bile qu'on élimine les toxines. Donc vous empêchez votre foie d'éliminer les toxines. Mais le plus grave réside dans la toxicité des statines pour le foie, induisant de très nombreux effets secondaires, douleurs musculaires extrêmement fréquents,
pour ne pas dire obligatoire, douleurs articulaires, troubles digestifs, fatigue, maux de tête, réactions allergiques, hyperglycémie, mais également, un stade au-dessus, hépatite, pancréatite, troubles neurologiques, dépression, atteinte pulmonaire, avec des complications à distance, puisque les statines sont un facteur de risque du cancer et de la maladie d'Alzheimer. Il fragilise au comble, on le donne pour les pathologies cardiovasculaires, je vous le rappelle, il fragilise la paroi des artères, augmente le risque d'accident vasculaire cérébral hémorragique, augmente le risque de fibrillation auriculaire, qui est une atteinte du rythme de la contraction de l'oreillette cardiaque, qui entraîne l'envoi d'emboles, de thrombus dans les artères, et ces embolies entraînent de graves troubles cérébraux, des embolies cérébrales. Le comble, c'est qu'il est démontré qu'avoir un LDL, cholestérol bas, augmente le risque de diabète de type 2 et que le risque de diabète était plus élevé chez les patients traités par statine, quel que soit leur niveau originel de LDL cholestérol. Dans le cas de l'épidémie de coronavirus, les patients atteints de pathologies cardiovasculaires étaient fortement à risque de décès par cette infection. Pourquoi? Quel rapport entre le cœur et le coronavirus? C'était lié au fait que la très grande majorité des patients sont placés d'autorité sous statine, même quand ils n'en ont pas l'indication. Et je vois régulièrement des absurdités de gens qui ont des cholestérols à un niveau alarmant, tellement il est bas, et on leur donne en plus des statines pour le faire baisser. On est vraiment dans cette période que, il y a 2000 ans, les Chinois, par exemple, ils disaient de notre période, le fou sera montré comme sage et le sage comme fou. C'est une inversion des valeurs, c'est l'inversion qui s'est mise en place depuis la Révolution française. Les mots utilisés aujourd'hui ont le sens inverse de ce qu'il y avait hier. Tout est inversé. Bon, diminution des défenses immunitaires contre la grippe et contre l'herpès. Bon, je vais passer un peu, quelques références. L'aspirine, dans le cas du Covid, des fortes d'aspirine étaient absolument contre-indiquées. Risque digestif pour tout le monde, gastrite, nausée, vomissement, diarrhée, ulcère. Risque allergique pour quelques-uns, urticaire, asthme, œdème de Quincke. Risque hémorragique, risque hépatique, risque rénal. La prise d'aspirine n'est pas anodine. Les faibles doses d'aspirine qui sont préconisées pour les post-accidents vasculaires cérébraux à visée antiplaquettaire devraient être évitées car elles sont toxiques pour l'endothélium vasculaire en utilisation chronique. La prise d'aspirine à faible dose augmente le risque de dégénérescence maculaire d'un facteur de 2,5, ce qui est important. En prévention primaire, pour une personne qui n'a pas eu d'AVC, donc, les accidents d'aspirine surpassent les bénéfices. Il y a une augmentation des AVC ischémiques de 16 à 20%. Des AVC hémorragiques de 40%. C'est pas moi qui le dis, c'est le Lancet de mai 2009. L'aspirine doit donc être remplacée par d'autres antiplaquettaires. Il y a quelques exceptions, mais qui sont de l'ordre du conseil médical spécialisé. Une relation entre certains médicaments antihypertenseurs, effectivement, j'avais été étonné parmi les questions que je me posais au tout début du Covid, pourquoi les hypertendus étaient à risque de Covid. C'est l'excellent site de mes confrères sur ISMB, c'est-à-dire l'Association internationale pour une médecine bienveillante, j'ai oublié le reste du sigle, excellent article sur le fait que les hypertendus sont traités par 5 classes d'antihypertenseurs, au choix ou en association, que dans ces 5 classes, il y a les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, et que c'est sur la protéine ACE de ce système de régulation que l'arme
biotechnologique Covid a été lancé. On a donc une arme, le Covid, une cible, la protéine ACE. Le professeur, aidez-moi, Sabatier, merci, nous a expliqué de façon très technique comment le système de régulation en rénine-angiotensine 2 n'était pas dans le rein, comme on le croyait, nous médecins, mais était partout, dans tous les organes de tout le corps. Et c'est ce qui explique pourquoi une même arme, l'arme vaccinale, appliquée à une seule cible, le système rénine-angiotensine 2, peut entraîner des dégâts dans tout le corps, parce que ce système de régulation, très important, est adossé au système HLA, Human Leukocyte Antibody, c'est-à-dire, pour faire simple, le système HLA est au tissu, ce que le système ABO est au groupe sanguin. Le système des groupes sanguins est assez simple, il n'y a que 4 possibilités, A, B, AB et O. Le système HLA est beaucoup plus sophistiqué et c'est ce qui fait notre terrain héréditaire. Eh bien, en paramétrant l'arme biotechnologique Covid sur notre système de régulation adossé à notre système génétique, on fait en sorte que la même arme se répercute de façon différente. Pour les uns, ça sera un accident cardiaque, pour les autres, une maladie auto-immune, des accidents vasculaires cérébraux pour les troisièmes, des dérèglements hormonaux graves pour d'autres, etc., etc. Il n'y a pas d'autre mot que c'est diabolique d'avoir imaginé un plan comme ça. C'est diabolique. Alors on revient un petit peu sur la vaccination. On n'en a pas parlé de celle-ci, donc c'est l'occasion. Vous avez un excellent dossier qui est paru toujours dans l'IMSIB, écrit par la plume d'Hélène Banoun. Et donc, je fais une petite introduction. Le reste est tiré de cet article. Le principe d'extension des obligations vaccinales dont on parle dernièrement à certaines catégories professionnelles a déjà été utilisé depuis le consulat. Le consulat, c'est Bonaparte, en 1800. L'objectif est toujours de diviser la population, pour régner, en catégories, pour mieux lui imposer à terme une vaccination universelle. Donc, comment on a fait du temps du consulat? On a dit, on vaccine les militaires. Ah, puis on vaccine aussi les jeunes filles au père. Et puis on vaccine aussi les nourrices. Bon, ils ont mis le temps qu'il fallait, mais en 1905, c'était vacciner tout le monde, vaccination universelle. Eh bien, ce principe a été ressorti pour la vaccination Covid. Et il est évident que chaque nouvelle obligation prépare la suivante et son extension. Alors d'autres insistent pour prolonger et accentuer les campagnes de vaccination contre la grippe chez les seniors, principales victimes de cette pandémie virale. Il faut savoir, vous devez savoir qu'il n'y a aucune donnée scientifique qui justifie cette recommandation. Au contraire, les études scientifiques solides et récentes plaident pour une stratégie parfaitement inverse. Le vaccin de la grippe augmente le risque d'être infecté par le virus. N'importe lequel d'entre vous peut le constater, il suffit de faire des enquêtes autour de vous et vous le verrez, tellement c'est criant. La vaccination antigrippale des personnes travaillant dans des établissements de soins aurait, d'après les études, peu d'incidence sur le nombre de résidents qui contractent la grippe, donc cette stratégie est vouée à un échec certain. Les personnes vaccinées contre la grippe excrètent 6 fois plus de virus lorsqu'elles sont infectées et donc contaminent massivement autour d'elles. La vaccination contre la grippe n'empêche pas la transmission du virus dans les familles, ne protège pas contre l'infection. Plus on vaccine, moins le vaccin est efficace. Il n'y a pas de corrélation entre l'augmentation de la couverture vaccinale et la baisse des taux de mortalité. Vous voyez bien que chaque chiffre que j'ai indiqué vous renvoie à l'étude correspondante. Les preuves de l'efficacité du vaccin contre la grippe chez les plus de 65 ans font défaut. Il n'y a pas de preuves.
Je me rappelle d'une étude sortie par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, qui avait pour but, bien sûr, de stimuler les personnes âgées à aller se vacciner. Ils ne l'ont jamais publié parce que ça montrait que dans le groupe vacciné, il y avait 30% de consommation de frais de santé en plus. Conclusion sans équivoque d'une étude américaine publiée le 3 mars 2020, la vaccination contre la grippe ne réduit pas les hospitalisations ni la mortalité chez les adultes de 55 à 75 ans. C'est une étude qui a été faite entre 2000 et 2014. Chez les enfants, on a constaté une augmentation du risque d'infection respiratoire aiguë. Moi, j'ai une petite patiente, sa mère était infirmière et a cru bon de vacciner sa fille, qui a eu une paralysie faciale pendant 3 semaines. Et donc, les enfants vaccinés font plus de maladies respiratoires aiguës causées par d'autres agents pathogènes non grippaux après cette vaccination. Le vaccin contre la grippe n'a pas prouvé son efficacité ni chez les enfants, ni chez les personnes atteintes de bronchopneumopathie chronique obstructive, ni chez ceux qui étaient porteurs de maladies cardiovasculaires. 3 études qui suivent. Dans le contexte de la pandémie Covid, plus inquiétante est la récente publication résumant les données des forces armées américaines concernant les interférences entre les virus à tropisme respiratoire en fonction de la vaccination antigrippale. Je fais une parenthèse, l'armée, que ce soit l'armée française ou je pense d'autres armées, est l'une des institutions les plus au courant des effets secondaires et de l'inefficacité des vaccins. Pourquoi ? Parce que les militaires notent tout. Absolument tout. Et ils le font depuis le début. Simplement, leurs études ne sont pas publiées. Mais ils savent très bien. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose sur le tableau, mais par exemple, dans le groupe vacciné, vous avez 2050 cas de virus non influenzé, alors que vous n'en avez que 830 dans le groupe non vacciné, par exemple. Et ça, vous voyez, c'est l'ensemble de tous les agents. Vous avez ce type de résultat. Donc la vaccination antigrippale favorise les infections à corona, une augmentation de 36%. Ces données sont précieuses et on doit en tirer les conséquences. Il faut immédiatement stopper les programmes de vaccination antigrippale, surtout chez les seniors à risque de complications Covid. Ces programmes et vous savez tous qu'on nous envoie l'injonction de faire les deux. Hein ? Donc là, si on n'y voit pas un but criminel, excusez-moi. Hein. Ces programmes de vaccination antigrippale encouragés chaque saison par les autorités sanitaires ont pu contribuer à l'époque à la sévérité du Covid dans le monde entier. Et donc au-delà maintenant de cette pandémie, il faut stopper cette vaccination mensongère, mortifère, inefficace. Et voici quelques références. Il faut me dire où on en est du temps là. 10 minutes, bon bah... Ok. Tenez-moi au courant régulièrement. Alors, on va reprendre maintenant quelques principes alimentaires qui vous concernent donc tous et toutes. Le raffinage des aliments n'est pas bénéfique dans la mesure où les farines, au cours des traitements qui transforment les grains de blé en farine blanche, perdent tout ce qui en faisait leur richesse, les minéraux, les vitamines du groupe B, c'est-à-dire le son et le germe, sont éliminés et il ne vous reste plus que l'endosperme amylacé qui va être de ce fait hyperglycémiant. Tout ce qu'on a enlevé va favoriser les carences avec leurs conséquences, stress, anxiété, nervosité, fatigue chronique. Notez que la contraception orale diminue l'absorption et augmente l'excrétion de la vitamine B9, d'où un risque de pathologie du tube neural pour un bébé qui viendrait à naître. Le raffinage de l'huile, vous savez que les techniques industrielles ont pour but d'augmenter le rendement, donc plus on chauffe une huile, plus on en obtient. Mais ce faisant, on détruit la vitamine E qui était naturellement antioxydante, et s'il n'y a pas d'antioxydant, la palisse vous le dirait, eh ben ça s'oxyde. Et donc les huiles
industriels sont appauvris en vitamine E, déstructurés au niveau moléculaire, brunes, donc on met des agents brunis, on met des agents éclaircissants, malodorantes, donc on met des agents désodorisants, et vous comprenez pourquoi ces huiles sont vendues pas chères, c'est qu'elles ne valent rien. Au niveau de la structure, on transforme des acides gras polyinsaturés. C'est un terme chimique qui veut dire que la membrane, si vous voulez, imaginons que je suis un atome carbone, j'ai 4 membres, et avec chacun de mes membres, je peux me lier à quelqu'un d'autre. Eh bien, un acide gras polyinsaturé, il garde une main de libre qui est disponible. Alors que l'acide gras saturé, il y a déjà, toutes ces liaisons sont prises, il est coincé. Donc la molécule est moins souple, elle se lie moins bien avec, je vais me rasseoir, elle se lie moins bien avec d'autres molécules. Donc les acides gras saturés sont, d'un point de vue biologique, de bien moindre qualité, car les fonctions sont bien moins réalisées. Eh bien, lorsque vous chauffez des bonnes graisses, vous détruisez les liaisons libres qui sont saturées. Le raffinage du sucre, même principe, va enlever tous les minéraux, la plupart, va enlever les vitamines du groupe B. Je veux bien si quelqu'un peut m'apporter quelque chose à boire, s'il vous plaît. Merci. Et donc le sucre, ainsi débarrassé de tout ce qui faisait sa richesse, la betterave est un bon aliment, la canne à sucre est un bon aliment. Mais une fois raffiné, le saccharose qui en résulte est un poison. On avait écrit un petit article, le sucre, un poison doux. Parce qu'il perturbe la glycémie étant hyperglycémiant, donc tout l'équilibre endocrinien, parce qu'il affaiblit les os en nous déminéralisant, parce que les répercussions du déséquilibre hyperglycémique se fait sur le système nerveux et le système immunitaire, et donc il y a des répercussions en chaîne. C'est pour ça qu'en préalable, je vous ai expliqué les principes de la médecine chinoise, pour que vous compreniez que dès que vous introduisez un pôle de déséquilibre à un endroit du corps, c'est en réalité l'ensemble de tout le corps que vous déséquilibrez. Et donc, il y a des conséquences, c'est que d'une hyperglycémie, vous passez à une hypoglycémie. Donc, ça a un impact important sur le fonctionnement du cerveau. On a décrit plus de 100 symptômes rien qu'au phénomène d'hyper-hypoglycémie lié à ce déséquilibre alimentaire. Le sucre devient une drogue. Je l'ai vécu dans mon corps, parce que depuis de nombreuses années, j'ai réduit autant que faire se peut la quantité de sucre. Et puis un jour, une amie, s'en reconnaîtra peut-être en voyant le film, m'a offert des petites écorces qu'elle avait préparées elle-même avec amour, des écorces d'orange, vous savez, enrobées de sucre. Bon, ça avait l'air sympa, donc j'en ai pris une. Et puis 5 minutes après, j'en ai pris une deuxième. Puis 5 minutes après, j'en ai pris une troisième. Et là, je me suis rendu compte, mais c'est même pas bon, mais je peux pas m'empêcher de manger ça, quoi. Et c'est là qu'on voit l'effet drogue. Donc, dans l'alimentation, j'insiste un peu sur le sucre parce que c'est un élément majeur. On vous a menti sur les graisses. C'est un mensonge. Les graisses ne font pas grossir. Nos ancêtres mangeaient gras. On est français, que diable. La potée, la choucroute, c'est pas des carottes râpées, c'est des bons plats de chez nous, Bon. Eh bien, les gens n'étaient pas gros ni gras. Oui, mais ce n'est pas lié à l'activité. Là aussi, on vous a menti en vous disant, si vous êtes un peu enrondi, faites du sport. Mais ça ne marche pas. Regardez les triathlètes américains. Ces gens-là, ils font plus de sport en une journée que vous dans l'année.
mais ils font quand même 100 kilos de trop. Donc ce n'est pas vrai, ce sont des mensonges. Les prises de poids importantes sont des problèmes métaboliques ou endocriniens ou psychologiques liés à des traumatismes. C'est ça la vérité. En général, c'est un problème complexe. Mais ce n'est pas réduit à aller faire du sport et manger plus de graisse. Pas du tout. Pas du tout. Maintenant, vous avez vu que le mouvement fait partie des 5 piliers de la santé. Le sel. Je regarde si j'ai rien oublié d'important. Oui, le sucre raffiné entraîne une oxydation des mitochondries. Je vous rappelle que les mitochondries, c'est ce qui fabrique l'énergie, et du cholestérol LDL. Au total, l'impact du glucose est beaucoup plus délétère sur l'arbre vasculaire que les aliments gras dans l'apparition de l'athérosclérose. L'athérosclérose, c'est cette maladie qui bouche les artères et qui est la première cause de mortalité dans le monde. Donc voilà, le sucre, c'est important, c'est à la portée de votre main. Je vous conseille de faire des arrêts soit progressifs, si vous le sentez comme ça, soit drastiques, si vous êtes dans ce genre de décision. Et vous verrez, on se déshabitue très bien du sucre. On reprend le goût à manger des aliments qui ont le vrai goût de l'aliment et qui n'est pas masqué par du sucre. Le raffinage du sel le réduit à du chlorure de sodium au détriment de tous les autres sels minéraux, dont le magnésium, le phosphore, l'iode et beaucoup d'autres. Et donc ça entraîne des carences. Par ailleurs, l'utilisation excessive de sel par l'industrie alimentaire favorise les problèmes cardiovasculaires, en premier lieu l'hypertension. Et en réalité, si les aliments industriels contiennent autant de sucre et de sel, c'est pour masquer le fait qu'ils sont de mauvaise qualité, tout simplement. La réduction des produits frais, des légumes, des crudités, des fruits, dont les méthodes de production, en appauvrissant les sols, ont réduit la teneur en minéraux et en vitamines, avec le problème aggravé qu'il y a présence de pesticides et d'autres produits phytosanitaires qui sont responsables, entre autres, d'allergies et d'asthme. Je me rappelle, c'était il y a quelques années, maintenant je ne fais plus jamais ça, j'ai croqué dans une tomate en plein hiver. Quelle idée! J'ai ressenti une brûlure, mais je vous assure, une brûlure comme si j'avais mis mes lèvres sur des flammes. Et cette brûlure a duré un petit moment. J'en ai déduit qu'elle était, la tomate, pleine de produits chimiques, et depuis, je ne consomme que les tomates de mon jardin. Et cette année, c'était super, parce que j'en ai mangé jusqu'au 30 novembre. L'industrialisation des conditions de l'élevage animal en a diminué évidemment la qualité. On ne peut pas faire n'importe quoi sans conséquence. La surpopulation animale, l'absence d'espace suffisant, le choix d'une alimentation artificielle inadaptée. Par exemple, quand on donne à des vaches des céréales qui ont été conservées en silos, qui ont fermenté, ça entraîne des troubles digestifs pour la vache. Et après, vous mangez la viande d'une vache malade. Voilà. Avec beaucoup plus de toxines. Et puis, bien sûr, la surconsommation. Si on nous a sorti la fameuse histoire de la poule au pot d'Henri IV, ça veut dire qu'à l'époque, les gens les plus pauvres ne mangeaient même pas une fois par semaine de la viande. Voilà. Certains en mangent 2 fois par jour. Donc, on est tombé d'un excès de pauvreté à un excès de consommation. L'augmentation des produits cuisinés industriels, avec leur teneur, on l'a dit, en sucre, en sel, mais aussi en colorants, en chélateurs, des oligo-éléments, en conservateurs, en exhausteurs de goût, les fameux E quelque chose. Il faut savoir que dans les E, c'est une nomenclature chimique, il y a des choses tout à fait anodines. Donc, il ne faut pas tomber en syncope dès que vous voyez un E. Bon, il faut aller voir la liste, et si c'est de l'acide citrique, c'est-à-dire celui du citron, vous pouvez y aller. Bon. Mais il y en a d'autres qui sont des poisons, comme le glutamate. Là aussi, méfiez-vous sur Internet, vous le savez, il y a tout et il y a n'importe quoi. Mais en quantité, il y a surtout n'importe quoi. Et je disais dernièrement un article alarmiste sur l'acide glutamique.
qui confondait tout et n'importe quoi. La L-glutamine est un acide aminé essentiel qui non seulement n'est pas dangereux, mais est utile pour votre flore intestinale parce qu'elle nourrit les entérocytes et permet de réétanchéifier la barrière intestinale. Rien à voir entre la L-glutamine et le glutamate, qui est un neurotoxine. Donc attention dans ce que vous lisez. Beaucoup font des articles qui sont très séducteurs, qui ont l'air d'émaner de gens compétents et qui ne le sont pas. Avec votre voisine, avec mon voisin ou ma voisine, je peux me permettre d'être un peu dans le vague, mais quand on fait un site avec une information destinée à être lue par n'importe qui, on se doit d'être précis et, si possible, exact. Et référencé. Merci. L'alimentation industrielle, c'est aussi ces huiles de très basse qualité, on en a parlé, avec une saturation et une absence d'acides gras essentiels. C'est ces aliments artificiels, jambon reconstitué, charcuterie forte teneur en nitrate, surimi, recyclage des déchets. Par exemple, on prend tout ce qui reste dans l'industrie laitière et on vous met ça en pâte et ça fait de la vache qui rit. Bon, voilà. Les emballages toxiques, aluminium, plastique. Alors, dans notre façon de produire, de nous soigner, de digérer, les causes, c'est les modifications des comportements humains et de l'environnement. Dans le même temps, les capacités digestives des êtres humains ont été réduites considérablement par toute une série d'agressions en chaîne, non seulement de la flore intestinale, mais même pire, de la barrière intestinale dans son ensemble. Parce que dans l'intestin, il n'y a pas que de la flore, il y a des mucines, il y a des cellules, il y a des joints entre ces cellules, il y a tout un ensemble, un appareil très sophistiqué qui normalement est fait pour absorber ce qui est bon et nous mettre à l'abri de ce qui est mauvais. Eh bien, toute la pollution depuis un siècle et demi a fait en sorte que notre génération actuellement n'a plus la capacité qu'avaient nos ancêtres de digérer. Moi, j'ai une petite anecdote historique. On est au siège, pendant le Premier Empire, on est au siège de la ville de Gênes, en Italie, et le maréchal de Napoléon subit un siège, ils n'ont plus rien à bouffer, ils mangent de la paille mélangée avec du salpêtre. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Bon. Eh bien, ça ne l'empêchera pas de vivre très vieux, en gardant toute sa tête, très longtemps, toutes ses capacités, parce qu'à l'époque, ils étaient faits de bons matériaux. Aujourd'hui, regardez les plus jeunes, tous les patrons s'en plaignent, ils sont fatigués, ils ne viennent pas travailler, c'est trop difficile, c'est trop fatigant, c'est trop contraignant. Les pauvres, ils sont plus à plaindre qu'à blâmer, car en fait, ils sont l'espèce dégénérée d'une population d'ancêtres qui a réalisé de grandes choses que nous serions bien incapables aujourd'hui de faire. Nos corps sont abîmés et avec la médecine chinoise, vous avez compris qu'il n'y a pas que le corps, c'est tout qui est abîmé. C'est tout le fonctionnement de l'être. Donc, on peut être bienveillant pour l'ensemble des gens qui ne sont pas ici avec nous ce matin, alors qu'ils devraient l'être. Bienveillants parce qu'ils sont les victimes d'un système, que ce système nous atteint dans notre histoire, 3 siècles de mensonges, nous atteint dans notre culture, nous atteint dans notre vision spirituelle, nous atteint dans notre intellect, nous atteint dans notre corps, et nous sommes tous des victimes, que ceux qui gardent quelques capacités réagissent pour les autres. Et donc, avec l'usage intempestif des antibiotiques, c'est des médicaments qui ont réalisé un progrès colossal. Mais anti, ça veut dire contre, et bio, contre la vie. Donc, il faut les utiliser à bon escient. Et puis, il y a les antibiotiques cachés par les produits de consommation, dans le bétail qu'on consomme. Il y a les naissances, moins maintenant, mais à une époque, les césariennes étaient faites à tour de bras.
et les enfants naissaient sans récupérer la flore de leur mère, mais en récupérant les bactéries de l'hôpital. La perte de l'allaitement artificiel, de l'allaitement naturel, en faveur de lait artificiel n'a pas aidé beaucoup la flore intestinale. Il y a la consommation des médicaments chimiques, je n'y reviens pas. Il y a l'utilisation du mercure comme désinfectant, comme matériau principal des amalgames dentaires, comme conservateur des produits vaccinaux qui ont pollué dangereusement nos organismes. La pollution par les métaux lourds, etc., etc., etc. Un dernier mot sur un point important, c'est un peu ma spécialité, c'est les intolérances alimentaires. Vous connaissez tous les allergies. Les allergies, c'est des manifestations immédiates pour des quantités minimes d'aliments avec des symptômes violents, parfois dangereux, qui ne passent jamais inaperçus, ni du patient, ni du malade. Ça concerne 1 à 3% de la population et par conséquent, ça ne concerne pas 97% d'entre vous. À l'opposé, les intolérances alimentaires, qui sont des allergies, mais on utilise le mot intolérance pour les distinguer et que ça soit clair, surviennent pour des consommations normales d'un aliment normal, un yaourt entier, voire deux, de façon semi-retardée, c'est-à-dire quelques heures à 24-48 heures, avec des symptômes subaigus, qui sont donc discrets, qui passent donc inaperçus, qui ne sont pas reliés à leur cause par le patient, ni par le médecin, parce qu'au médecin, on leur a fait le coup du complotiste. C'est quoi le coup du complotiste? C'est d'avertir quelqu'un négativement pour qu'il ne s'intéresse pas à un problème. Donc on leur a dit « Oh, les intolérances alimentaires, c'est pas scientifique, c'est des trucs de médecins homéopathes, de bourgeois bobos, etc. » On a stigmatisé des gens de la population pour dissuader les médecins de s'intéresser à ce problème qui concerne, au bas mot, 30% des classes d'âge, on va dire, au-delà de 90 ans, il n'y en a pas, à 75 ans, il y en a pas mal, et plus vous rajeunissez, si je puis dire, dans les tranches d'âge, et on peut arriver peut-être à 75% chez les tout jeunes. C'est donc une véritable épidémie. Cette épidémie, elle est liée à notre mode de vie. Elle remet en cause la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution des sols, la pollution de l'alimentation, la pollution de notre corps par les vaccins, par les médicaments. Elle remet tout en cause et c'est pour ça que circulez, messieurs, dames, il n'y a rien à voir. On ne veut surtout pas que vous vous intéressiez à cet aspect des choses. Voilà, on va être obligé d'écourter par respect pour la personne suivante. J'aurais pu vous parler des modes de cuisson et de chaque catégorie d'aliments. Si ces informations vous paraissent intéressantes pour vous, tout est possible. Vous pouvez avoir mes coordonnées et à travers ces coordonnées, commander l'article ou les articles qui vous intéressent, passez à mon stand et là je laisse la parole. Bonjour. Donc déjà, je voudrais confirmer ce que vous disiez concernant les vaccins. Moi, j'ai eu 2 fois la mauvaise idée de me faire vacciner sous la pression du médecin du travail la première fois. Hépatite B, j'ai déclenché une stéatose du foie. Et puis quelques temps après, j'ai fait ce qu'on appelle une ALD, donc diabète de type 2, hypertension. Et on m'a dit, monsieur, il faut vous faire vacciner pour la grippe. Et la seule fois où je me suis fait vacciner pour la grippe, eh bien, je l'ai chopé. Voilà. Tout ça. Pour aller dans le sens de ce que vous disiez sur le cholestérol, je ne sais pas si vous connaissez, mais sinon, j'invite tout le monde à aller voir son site. Ce gars-là est vraiment formidable. Il a fait un site qui s'appelle Eat Fat to be Fit. Manger gras pour être en forme. Et il explique justement que le gras, c'est la vie. Et il y a énormément sur sa chaîne YouTube de témoignages de gens, dont des marathoniens, etc., qui disent que depuis qu'ils ont supprimé les sucres lents et toutes ces choses-là, ils revivent et ils ont des meilleures performances. Le vrai poison, c'est le sucre. Voilà. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'était tout ce que je voulais dire. Alors, merci de votre témoignage. Mais je précise une chose. Là, nous avons abordé des sujets peu conflictuels, puisque je pense que tout le monde peut être d'accord avec ça. Quel que soit ce que je dis, dans quelque sujet que ce soit,
mon but n'est jamais de choquer et je peux toujours prouver ce que je dis. Donc si je vous dis aujourd'hui, c'est pas le sujet, j'ai la preuve de l'existence de Dieu, je peux vous prouver scientifiquement l'existence de Dieu. Donc si vous avez des questions hors antenne, si je puis dire, sur n'importe quel sujet que ce soit, si j'ai la preuve et que vous désirez la connaître, je vous la transmettrai. Bonjour. Quand vous dites le sucre, c'est le poison, est-ce que ce sont tous les sucres? Je prends par exemple le miel, des fruits, des petits pois. Excellente question. Ouais. Tous les sucres, si vous voulez, on a parlé de l'inversion du langage, de la confusion des sens. C'est une des armes de manipulation, c'est-à-dire modifier le sens des mots, les faire sortir de leur sens originel. Et effectivement, le mot sucre a plusieurs significations. En biologie moléculaire, tout ce qui est ose, O-S-E, c'est un sucre. Alors vous avez le fructose, qui est le sucre des fruits, le lactose, qui est le sucre de lait, etc. Bon. Et ils ne sont pas à mettre tous dans la même catégorie. On va dire que le plus toxique est le saccharose, c'est-à-dire le sucre issu du raffinage des produits sucriers, betteraves et canne à sucre. C'est le plus mauvais parce que son index glycémique est le plus grand. Le lactose, qui est le sucre du lait, cela dépend génétiquement du pourcentage de lactase, tout ce qui est ase, c'est enzyme, qu'il vous reste. Un bébé est à 100% de son taux de lactase. Donc tous les bébés du monde digèrent bien un lait naturel, un lait maternel qui contient du lactose. Mais au-delà d'un an et demi, la quantité de lactase est réduite et elle ne l'est pas de la même façon chez tout le monde. Certains resteront à 50% et pourront consommer du lactose sans problème. D'autres tombent à 5% d'activité lactasique. Et au-delà d'une cuillère de yaourt, c'est la diarrhée. Le fructose, qui est le sucre des fruits, va dépendre de plusieurs facteurs. Il est bien plus intéressant de manger un fruit et de le mastiquer que de consommer un jus de fruits. On va dire que le jus de fruits, c'est le petit plaisir que l'on se fait quand on ne veut pas boire d'alcool pour un adulte, ou c'est le petit plaisir que l'on fait à un enfant. Est-ce que c'est bon pour la santé? Pas du tout. Ça n'a aucun intérêt, c'est très délétère, enfin, c'est moins que l'alcool, hein, mais c'est délétère. Il faut manger des fruits, pas prendre des jus de fruits. Bon. Les fruits consommés hors des repas sont mieux assimilés. Un fruit consommé après un repas, du fait du temps de digestion de l'estomac, risque de fermenter. En chimie, la fermentation d'un sucre, ça donne quoi? De l'alcool. Hein? Donc vous voyez, il y a une question de chronobiologie. Il ne faut pas manger n'importe quoi associé avec n'importe quoi, n'importe quand. Vous avez les sucres en grandes chaînes carbonées, que sont les féculents, ce sont des chaînes de sucre, que sont les céréales, le riz, le blé, c'est des chaînes de sucre. Et là, tout dépend de votre capacité à les désassimiler, c'est-à-dire que les chaînes de sucre, c'est comme un train. Il faut non seulement séparer les wagons, mais il faut séparer chaque compartiment. Et on n'a pas tous les outils intacts pour ce faire. C'est pour ça qu'il y a, entre guillemets, une épidémie d'intolérants au gluten. Je précise que l'intolérance au gluten totale, qui s'appelle la maladie cœliaque, IgA dépendante, n'a strictement rien à voir avec l'intolérance partielle au gluten, qui consiste, dans cette salle-là, je pense qu'il y en a au moins la moitié d'entre vous qui sont intolérants au gluten. Certains le savent, d'autres ne le savent pas. Et cette intolérance partielle est liée aux dégâts à la fois de votre barrière intestinale et de votre fonction de digestion qui n'arrive plus à bien dégrader le gluten pour le digérer. Glu, ça veut dire colle. C'est ce qui donne la viscosité du pain. Hein. Donc le gluten, c'est une molécule, une protéine qui ne s'assimile pas très bien. Et comme on a modifié la structure du blé, vous savez que le blé, normalement, c'est 1,60 m. Hein. Maintenant, il est réduit à 80 cm. Normalement, il fallait taper au fléau pour faire tomber les épis. Maintenant, la moissonneuse-batteuse arrive et hop, ça tombe tout seul. Donc, toutes les modifications chromosomiques et du génome du blé
ont rendu le blé beaucoup plus difficile à digérer. Bon, voilà. Donc tous les sucres ne se valent pas. Le sucre qui est nécessaire à la vie, parce qu'il nourrit notre cerveau, c'est le glucose, mais malgré qu'il soit indispensable à la vie, s'il y a trop de glucose, c'est mauvais. J'ai répondu à votre question? Voici, concernant le miel. Ah, le miel. Alors le miel, d'après les informations que j'ai, il faudrait le consommer pur et presque à visée thérapeutique, si vous voulez. Bon, c'est tellement bon qu'on peut être tenté de l'utiliser autrement, hein. Mais probablement qu'il y a des répercussions pour une bonne digestion si on le met sur du pain ou d'autres choses. Donc, vaudrait mieux le prendre pur. Moi, je le prends quand j'ai mal à la gorge ou quand je tousse. C'est un très bon traitement. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, mais un rire jaune, hein, vous voyez, assez amusant de voir qu'on a osé supprimer un produit que je prescrivais aux bébés qui s'appelle Apitucine. C'était un sirop à base de miel. Il a été interdit. Dans le même temps, le sirop chimique toxique inefficace était remboursé par la Sécurité sociale. Quand vous voyez ça, vous ne pouvez pas avoir de doute sur les intentions de nos dirigeants. C'est trop clair. Question. Oui, une question. Donc après la pression vaccinale du Covid, on assiste aujourd'hui donc au même schéma que le Covid pour les animaux, avec donc la pression pour les vacciner tous les animaux, et donc vaccin type ARN messager auto-amplifiant. Donc aujourd'hui, même si on achète des viandes de qualité, donc est-ce qu'il y a des parades pour être épargné donc des conséquences de ces vaccins auto-amplifiants? Je crains que non, mais je ne sais pas tout, je ne suis pas spécialisé sur ce sujet, mais il est évident qu'en substance, vous voulez pas du vaccin, on va vous le fourrer quand même, hein, d'une façon ou d'une autre. Ma vision des choses, je vais ennuyer certains, je ne fais pas pour vous ennuyer, je le fais parce que je pense que je dois dire ça. En juin 2020, après avoir fait mon enquête, ça a été assez rapide, parce que comme j'avais 30 ans de recherche avant, j'ai pas eu trop de difficultés à 4 heures de recherche par jour sur mon ordinateur, équilibré par 4 heures dans mon jardin, pour pas perdre la tête, à comprendre le plan diabolique qui se cachait derrière tout ça, à comprendre l'utilisation de l'arme qui allait venir. On était en 2020, hein, les premières vaccinations, c'est 2021. J'avais cette vision-là, et comme j'ai constaté comme vous que la population ne réagissait pas, je me suis dit en juin 2020, il n'y aura pas de solution humaine. Chaque jour qui a passé depuis, malheureusement, a confirmé. J'aurais préféré me tromper, mais chaque jour qui passe, regardez combien nous sommes. C'est presque héroïque que vous soyez là. Héroïque parce qu'on devrait en réalité être 10 fois plus nombreux. Ça veut dire que la population ne peut pas, n'a pas les capacités de réagir, et il est tard. Il est très tard. Et c'est pour ça que, voyant que notre société est contrôlée par les élites qui contrôlent la gendarmerie, la police, l'éducation, la culture, les médias évidemment, la solution devait être autre. C'est pour ça que j'ai fait des recherches dans d'autres directions. C'est pour ça que depuis 5 ans, j'ai accumulé un savoir qui est à votre disposition si vous le souhaitez, qui démontre que s'il y a une solution, elle sera surnaturelle ou divine, ou vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais elle fera appel à d'autres forces que celles que nous sommes nous-mêmes capables de mobiliser. Ça ne veut pas dire que nous devons attendre sur notre chaise. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a une phrase qui est très claire: quand l'apprenti est prêt, le maître apparaît. Eh bien, quand l'humain sera prêt, Dieu se manifestera. Mais pas avant. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi fondamentale qui explique tout. Certains disent souvent, oui, mais si Dieu existait, il ne permettrait pas cette souffrance. C'est normal de penser ça, mais c'est une erreur par ignorance. Et vous savez que l'ignorance est la mère de tous les vices. Dieu ne peut pas intervenir parce qu'il nous a donné le libre arbitre. C'est une loi inviolable.
Ça veut dire que tant que nous ne voulons pas croire à l'existence de notre Créateur, il ne viendra pas. C'est pour ça que je risque de vous heurter en insistant, mais c'est égoïste en fait. C'est parce que je veux pour mes enfants, à défaut pour moi, mais je veux pour mes enfants espérer dans une humanité qui survivra à cette crise. Et fondamentalement, je crois que ce n'est possible que si nous sommes prêts à accueillir les forces qui sont là pour nous aider. Et nous en sommes encore loin. Donc si réellement vous n'êtes pas dans la recherche de vous donner raison, mais si réellement vous êtes dans la recherche d'aller vers la vérité, sachez que cette vérité est accessible, frappera et on vous ouvrira. Ça veut dire que vous pouvez accéder à cette vérité de plein de façons différentes. Moi, j'y ai accédé par la voie intellectuelle, la voie rationnelle, la voie de la connaissance. Mais il y a d'autres voies. Et même dans la voie des connaissances, vous pouvez le faire par l'histoire. Informez-vous sur la vraie histoire de France. Quand j'ai lu il y a quelques années la France, la fille aînée de l'Église, vous connaissez ça, a un rôle spécial à jouer, je me disais en moi-même, ignorant que j'étais, c'est facile de dire ça, mais les Allemands ou les Italiens doivent dire la même chose. Eh ben non. Lisez les vrais livres d'histoire. Vous verrez que la France, notre beau pays, qui est aux mains des pires crapules qui n'aient jamais existé depuis tous les temps, notre beau pays a un rôle fondamental à jouer au niveau universel. Et c'est pour ça qu'il est attaqué plus que tous les autres. C'est dans l'histoire de France, c'est marqué, mais on ne vous a pas appris cette histoire de France. Si vous avez l'esprit donc historique, allez lire Jeanne d'Arc, allez lire Régine Pernoud. Si vous êtes un grand lecteur, allez lire Jacques Olivier. Mais commencez par Régine Pernoud, qui est l'historienne lisible par tous et reconnue mondialement comme la plus grande source d'informations sur Jeanne d'Arc. Si vous avez l'esprit plutôt scientifique, il y a de nombreux sites. Chez les Australiens, vous avez le CMI, Creation Ministries International, CMI. C'est des associations de scientifiques protestants qui vous donnent des informations factuelles, sourcées, listées, fiables, de très haut niveau de vulgarisation, qui vous rectifient tous les mensonges qu'on vous a dit depuis que vous êtes né. Il y a un Français qui fait un peu le même travail que moi, mais moi j'ai pas de site. Lui a un site, c'est Anthony Etève. Son site c'est QQLV. C'est facile à retenir. Qu'est-ce que la vérité? QQLV. Il fait de bons articles de vulgarisation très accessibles sur tous ces sujets. Vous avez bien sûr votre serviteur qui met à votre disposition toutes ces recherches. Si vous avez la source mathématique, les travaux de Gödel démontrent l'existence de Dieu. Si vous avez la fibre astronomique, bien lisez les grands astrophysiciens athées qui se sont convertis lorsqu'ils ont compris que l'univers ne peut pas exister dans une théorie du Big Bang. D'ailleurs, qui a déclenché le Big Bang? Je veux dire, c'est toujours un raisonnement, voilà. S'il y a eu un Big Bang, qui l'a déclenché? Bon, mais c'est pas ça le problème, c'est que en astronomie, il y a le fine-tuning. Ça veut dire le réglage fin. Tout est réglé, c'est même pas au millimètre. Je citais hier la courbure de l'espace est réglée au 121e chiffre après la virgule. Ça veut dire que si vous modifiez le 121e chiffre, eh bien nous ne sommes pas là aujourd'hui ensemble parce que l'univers n'existe pas. Si vous modifiez la vitesse de la lumière de 299 000 km par seconde, ça ne fonctionne pas. Si vous modifiez la masse de l'électron d'un iota, etc., vous avez compris que toutes les constantes physiques sont réglées au millimètre dans un seul objectif, permettre la vie sur Terre. Je pourrais vous parler comme ça jusqu'à demain matin, sans m'arrêter, tellement il y a de sujets et de preuves dans toutes les disciplines.